D'abord, ce qui caractérise le texte théâtral, c'est la double communication, qu'on appelle aussi la double énonciation. On dit qu'au théâtre, il y a une double énonciation. Cette double énonciation, c'est tout d'abord parce que le texte de théâtre est un texte qui est fait pour être lu. Évidemment, on retrouve des dialogues essentiellement dans le texte de théâtre, donc c'est ce qui caractérise n'importe quel livre, mais aussi c'est un texte qui est fait pour être joué, qui est fait pour être vu. Dans des pièces de théâtre, c'est aussi un spectacle, et ce qui est de l'ordre du spectacle est perceptible par les didascalies. Donc c'est ce qu'on appelle la double communication ou double énonciation au théâtre. Si on s'arrête maintenant sur différents termes techniques qui caractérisent le langage théâtral. D'abord, vous connaissez évidemment les didascalies. Les didascalies, il y en a de plusieurs sortes. D'abord, il y a ce qu'on appelle la didascalie initiale. Elle est constituée de la liste de personnages qu'on trouve au tout début d'une pièce de théâtre. Donc cette liste de personnages est appelée didascalie initiale. Mais également, on parle de didascalie quand on a les numéros des scènes, acte 1, scène première, et même les noms des personnages juste avant les répliques. Tout cela, ce sont des didascalies. Et puis, vous connaissez bien évidemment d'autres types de didascalies. Ici, on a un extrait d'Hernani de Victor Hugo. On a des didascalies qui ont repère grâce à l'italique, qui caractérise le décor, mais aussi les accessoires dans une pièce de théâtre, les costumes, le bruitage, mais aussi les entrées et les sorties des comédiens ou des personnages, et également les gestes et les mouvements des comédiens. Les types de répliques, parmi celles-ci, il y a aussi le monologue, la tirade, l'aparté et la stichométie. Le monologue, il se repère par quelques signes. Vous avez systématiquement, au début d'un monologue, une indication, une didascalie. Donc ici, on a « seul, se promenant dans l'obscurité, dit du ton le plus sombre ». Vous pouvez aussi ne pas avoir de didascalie, mais par contre, quand vous regardez le monologue en question, vous remarquez qu'à aucun moment, il n'y a d'autres personnages sur scène. Donc pour qu'il y ait un monologue, il faut qu'il y ait un seul personnage sur scène, soit une didascalie vous l'indique, soit visuellement vous vous en rendez compte. La tirade. Regardez cet extrait de Don Juan de Molière, vous remarquez qu'il y a tout un tas de répliques, et bien évidemment, les tirades, ce sont les répliques qui sont d'une longueur anormale, qui sont particulièrement longues. Elles ont pour but de convaincre, de persuader, d'expliquer ou même d'avouer quelque chose. L'aparté, comment le repère-t-on ? Eh bien, on le repère par, là encore, une sorte de didascalie. Par exemple, dans le Tartuffe de Molière, on a Dorine en soi-même. Donc en italique, on remarque qu'elle se parle à elle-même. Et bien évidemment aussi, on peut avoir d'autres termes. Par exemple, dans le Barbier de Séville de Beaumarchais, on a l'expression à part, qui nous signale que le personnage est bien sûr en présence d'autres personnages, mais que la réplique va être dite à voix basse, en tout cas audible par le public, mais a priori non audible par les autres personnages. C'est une situation dans laquelle les personnages se confondent les uns avec les autres et où plus personne ne comprend rien, sauf bien sûr le spectateur. Alors, tout d'abord, intéressons-nous au mot de tragédie. Ce mot tragédie vient du grec tragos, qui signifie étonnamment le bouc. La première chose à savoir sur la tragédie, c'est qu'elle fut inventée durant la période de l'Antiquité par les Grecs et que, à l'occasion de ces représentations théâtrales, on sacrifiait donc un bouc, tragos. La tragédie est donc née au 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, le théâtre est gratuit, mais c'est aussi un devoir civique. En effet, lors de grandes fêtes publiques, les citoyens, c'est-à-dire les hommes originaires de la cité, se voient invités à la représentation de grands spectacles, lors de grands concours de tragédie.
Les auteurs comme Sophocle, Échille, Euripide entrent en compétition avec d'autres auteurs lors de grandes représentations où ils mettent en scène des grands mythes. Oedipe, Médée, Agamemnon, voilà des exemples de tragédies à l'époque. Leur but, à ces auteurs, sera de mettre en scène l'histoire légendaire d'un homme ou d'une femme pour donner au public une leçon. En effet, la tragédie est depuis toujours un élément qui a une visée didactique, c'est-à-dire qu'elle a pour but d'enseigner aux hommes. Selon Aristote, qui fut un des grands penseurs de la tragédie doit être l'imitation d'une action noble, c'est-à-dire qu'à aucun moment elle ne doit représenter une action banale, commune. Puisqu'elle est une action noble, elle présente des personnages donc qui appartiennent aux hautes classes de la société. Et puisque ces personnages appartiennent aux hautes sphères de la société, elle doit donc se faire en un langage relevé, c'est-à-dire que le langage de la tragédie doit être noble. Évidemment, cette imitation est faite par des personnages en action, c'est-à-dire qu'on les voit agir sur scène, contrairement, par exemple, à la narration dans laquelle on raconte une histoire et on ne voit pas les personnages bouger sur scène. Et puis, à cette définition, Aristote ajoute que la tragédie doit opérer la purgation des passions par l'entremise de la terreur et de la pitié. Autrement dit, en ressentant de la peur, de la terreur et de la pitié, de la compassion pour ce qui arrive aux personnages sur scène, le public doit se purger de ses émotions, c'est-à-dire s'en débarrasser. On espère ainsi que par la représentation des histoires qui arrivent aux personnages, le public va être débarrassé de ses passions. Aristote va être repris à l'époque du XVIIe siècle par les dramaturges, notamment par exemple par Corneille, ou bien encore par Racine. En fait, c'est lui qui va inspirer la tragédie classique. En effet, on le voit bien, l'Antiquité va directement inspirer les auteurs du XVIIe siècle. Sophocle, Échille, Euripide vont influencer les auteurs comme Corneille et Racine. Et regardez, en observant les titres des tragédies classiques du XVIIe siècle, on voit que la tragédie est un genre noble. Regardez Médée, Cinna, Andromaque ou bien Bérénice. À chaque fois, on prend comme sujet des personnages grandioses de l'histoire ou de la mythologie. Les sources des auteurs classiques sont ainsi soit l'histoire romaine, par exemple les empereurs, soit la mythologie grecque, comme la guerre de Troie. Les personnages sont des héros issus de la noblesse, des héros qui en général sont connus par les spectateurs. Cela signifie que normalement, le public connaît toujours déjà la fin, le dénouement de la tragédie. Essentielle, celle qui est à la source de toutes les autres, c'est la vraisemblance. Les dramaturges classiques veulent créer l'illusion de vérité. Ils veulent que le spectacle soit vraisemblable. Le spectateur qui assiste à la représentation doit avoir l'impression que ce qui se passe sous ses yeux est réellement en train de se passer, comme s'il assistait à des événements réels. Pour parvenir à cette vraisemblance, pour créer l'illusion de vérité, les dramaturges s'imposent des règles. La première de ces règles, c'est celle des 3 unités. L'unité d'action, de temps et de lieu. L'unité d'action implique que la pièce représente une action unique. Les intrigues secondaires sont proscrites, interdites. L'attention du spectateur ne doit pas être divertie par des actions secondaires. Toute son attention doit être concentrée sur une action unique. L'unité de temps veut dire que l'action représentée dans la pièce n'excède pas 24 heures. Pourquoi ? Parce que de cette façon, le spectateur va avoir l'impression que la représentation théâtrale coïncide avec la durée réelle des événements. Donc cette unité de temps, vous le voyez bien, est censée renforcer la vraisemblance puisqu'elle va donner l'impression au spectateur que les événements qui se déroulent sous ses yeux pourraient effectivement se dérouler en temps réel sous ses yeux. L'unité de lieu veut dire que l'action se déroule dans un décor unique, par exemple dans une pièce d'un palais. Là encore, cette règle n'a qu'un seul but, renforcer la vraisemblance de la pièce.
Si on change de décor 3 fois durant la représentation, le spectateur ne va pas avoir l'impression d'assister à un fait réel, véritable, qui se déroule sous ses yeux. Donc le fait que tout se passe dans un même lieu va renforcer l'illusion du réel. À la règle des 3 unités s'ajoute la règle de la bienséance. La bienséance, c'est le fait de montrer sur scène uniquement ce qui est conforme à l'opinion publique. On va trouver 2 types de bienséance, la bienséance externe et la bienséance interne. La bienséance externe impose de ne pas représenter sur scène des actes violents ou choquants. C'est ainsi qu'on ne représente pas sur scène, au XVIIe siècle, des combats, ou bien la mort d'un personnage, ou bien des relations charnelles. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le théâtre classique, il y a des combats, il y a des morts, il y a des personnages amoureux, mais comme il serait choquant de représenter ces événements sur scène, ils ne sont pas montrés, mais ils sont rapportés. Donc le spectateur va apprendre par le dialogue des personnages ou par un monologue les combats qui ont eu lieu, les morts qui ont eu lieu. Par exemple, dans les tragédies classiques, je pense notamment à Phèdre de Racine, c'est un messager qui vient sur scène raconter la mort d'un personnage. Donc saisissez bien la différence. Les actes violents ou choquants ne sont pas représentés sur scène, pour autant ils sont souvent rapportés. La bienséance interne implique de respecter la cohérence des caractères des personnages. Le caractère des personnages doit être conforme à ce qu'en pense l'opinion publique. René Rapin, qui est un des théoriciens du classicisme, avait écrit qu'on devait représenter un prince avec un cœur libéral, un soldat fier, insolent et farouche, une femme vaine, timide et volage, et un vieillard avare et soupçonneux. Alors certes, il pouvait exister dans la nature des vieillards généreux ou des femmes fidèles, mais cela ne correspondait pas à l'idée que l'opinion publique avait de leur caractère. Et il fallait donc que le dramaturge représente des personnages dont le caractère était conforme à l'opinion publique, et tout ceci, vous le comprenez, toujours dans un souci de vraisemblance. À ces règles que vous connaissez généralement bien s'ajoutent d'autres exigences, notamment l'unité de ton. C'est-à-dire qu'une pièce ne doit pas mélanger les registres. On a donc d'un côté les tragédies et de l'autre côté les comédies, mais on ne mélange pas les 2 registres. Enfin, autre exigence, le théâtre classique doit avoir une visée morale. Les pièces ne doivent pas seulement plaire, distraire, elles doivent plaire et instruire à la fois. Dans la tragédie, cela se manifeste par le phénomène de catharsis qui est censé purifier le spectateur de ses passions. Et dans la comédie, on estime que c'est la représentation des défauts humains sur scène qui va permettre au spectateur, tout en riant, de se corriger. On a donc dans le théâtre classique une visée morale. Donc vous voyez, ce qui est marquant dans le théâtre classique, c'est l'ensemble de ces règles strictes, contraignantes, qui vont s'imposer au dramaturge. L'histoire se déroule dans la ville de Thèbes, en Grèce antique.
La ville de Thèbes est gouvernée par le roi Laïos et la reine Jocaste. Jocaste attend un enfant. Laïos s'enquiert auprès de Dieu de ce que sera l'avenir de l'enfant. La prophétie est terrible. Il tuera son père et épousera sa mère. Après la naissance de l'enfant, le roi donnera l'ordre de jeter le nouveau-né au fauve du mont Cithéron. L'enfant sera sauvé de la mort par un berger qui le donnera au roi Polybos de Corinthe. Celui-ci l'appellera Oedipe, celui dont les pieds sont enflés. Des années passent. Un jour, pendant une querelle, un Corinthien traite Oedipe d'enfant trouvé. Celui-ci, alarmé, part demander la vérité à la Pythie de Delphes. Sa prophétie est sans appel. Tu tueras ton père et épouseras ta mère. Oedipe part sur la route. En chemin, un vieillard monté sur un char lui commande un peu trop rudement de s'écarter de son chemin. Oedipe, qui a le sang vif, le tue. C'était bien sûr le roi Laïos, son père. Ainsi, sans le vouloir, Oedipe accomplit la première prophétie. À son arrivée à Thèbes, Oedipe découvre qu'un sphinx terrorise la ville. La créature bloque les routes menant à la ville, tuant et dévorant les voyageurs qui ne peuvent résoudre l'énigme fameuse qu'elle leur propose. L'énigme dit: quel est l'animal qui le matin marche sur 4 pieds, à midi sur 2 et le soir sur 3? Oedipe résout l'énigme. Dépité, le sphinx se tue en se jetant du haut du mont Cithéron. Oedipe épouse alors la reine Jocaste. La deuxième prophétie est ainsi réalisée. La reine Jocaste donnera naissance à 4 enfants: Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Des années plus tard, la peste ravage le pays, en signe de colère divine. Oedipe, innocemment, envoie son oncle Créon à Delphes. L'oracle de Delphes proclame que le meurtre de Laïos doit être puni et que la maladie ravagera la cité tant que son meurtre ne sera pas vengé. Oedipe mène l'enquête et la vérité finit par être dévoilée. Jocaste s'en suicide de désespoir, et Oedipe se crève les yeux et renonce au trône. Il cède le royaume à ses 2 fils, Éthéocle et Polynice, qui devront régner alternativement, chacun une année. Puis il part sur les routes, la main sur l'épaule d'Antigone. Le roi aveugle et déshonoré par les dieux quitte Thèbes en compagnie d'Antigone pour mendier sur les chemins. Le voyage dure une année, puis Antigone quitte Oedipe à Colon et rentre à Thèbes. Entre-temps, les 2 fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, ne s'entendent pas. Une guerre éclate, alors Polynice demande l'aide des 7 héros ennemis de Thèbes. Éthéocle, lui, conduit l'armée de la ville. Les 2 frères s'entretuent dans une terrible bataille. Devenu roi, Créon décrète que Polynice est traître et qu'il doit être puni. Il ne sera pas enterré. Éthéocle est proclamé héros de la ville. Il recevra les honneurs funéraires dus à un grand roi. Antigone refuse la loi de Créon. En effet, la loi divine dit que ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver le repos. Et ainsi commence l'histoire d'Antigone.
Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde. Seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis après, on la met dans un coin ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Mais qu'est-ce que tu as, ma petite colombe? Rien. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi qui dois le savoir. Mourir. Il faudra me faire mourir avec elle. Je pourrais vivre moi sans elle. Crois-tu que je l'accepterais, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir sans elle? Et votre vie, votre agitation, votre bavardage sans elle? Je t'en supplie, que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. Angers, qui a été assez fou pour braver ma loi. As-tu relevé des traces? Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, on a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef, on a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute bien, votre garde est doublée, renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes tous coupables d'une négligence, vous serez punis, de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, alors vous mourrez. Tu es folle. Oui, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, bien sûr, c'est horrible, et j'ai pitié, moi aussi, de mon frère. Mais je comprends un peu ma trop. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé, sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Pourquoi tu tentais d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas erre éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger. Je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison, où mon père et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître. Tu le savais? C'était mon frère.